Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir au Cercle Aristote. Merci à Pierre-Yves Bougeron. Merci à vous d'avoir bravé les premières fois dures. On va parler alors du trafic de drogue et moi, je vais l'appréhender dans mon sujet à travers la problématique notamment de la souveraineté. Parce qu'on a tendance à aborder la question des drogues souvent en termes de santé publique. Et Dieu sait si la question de la santé publique est primordiale dans ces affaires-là. Il suffit de voir, vous avez tous entendu parler de la crise des opioïdes aux États-Unis. Il n'est plus vraiment une crise puisque ça dure depuis 25 ans. Ça a commencé en 1995. Une crise, entre guillemets, qui a fait des centaines de milliers de morts dans la société américaine. Je crois que depuis 20 ans, on est à peu près à 750 000 morts dues aux opioïdes, à l'héroïne, médicaments opioïdes, et d'ailleurs on pourra peut-être reparler des responsabilités des cartels pharmaceutiques avant les cartels mexicains dans cette crise sanitaire qui est la plus terrible qu'aient connue les États-Unis, loin devant le sida en termes de mortalité, et qui est une des causes d'ailleurs aujourd'hui de la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Ces dernières années, l'espérance de vie aux États-Unis a cessé de croître et a diminué considérablement. La question de la souveraineté est importante parce que le trafic de drogue est un trafic illégal et qui nourrit effectivement des réseaux criminels qui ont une influence sur la souveraineté des États. La souveraineté aujourd'hui des États est attaquée par le haut, on le voit en Europe, attaquée par le haut, notamment par l'Union européenne, par les traités qui dessaisissent les États d'un certain nombre de leurs compétences. Nous, c'est la compétence sur la monnaie, mais aussi sur les frontières, donc attaque de la souveraineté par le haut et attaque de la souveraineté par le bas, par le crime organisé. En France, on a atteint des niveaux, j'y reviendrai, en termes de contrôles territoriaux liés au trafic de drogue. C'est l'actualité quotidienne, puisque l'été a été scandé notamment par les règlements de compte à Marseille et dans un certain nombre de villes moyennes. Donc on assiste à une prolifération des enclaves criminelles en France depuis 40 ans. Le phénomène a commencé il y a 40 ans et il ne cesse de s'accélérer à mesure de la croissance extraordinaire du marché des drogues depuis 15-20 ans, avec la mondialisation, avec tous ces facteurs. Cette crise de la souveraineté, cette crise des ordres étatiques, on la voit de manière caricaturale dans les pays de l'ancien tiers-monde. On le voit notamment, vous connaissez tous la situation au Mexique, on vient de parler du Mexique, vous avez entendu parler des cartels de la drogue, des organisations aujourd'hui extrêmement puissantes qui ont acquis une puissance telle qu'elles sont susceptibles de défier l'État. Elles ont des hommes en armes, elles contrôlent des territoires, elles contrôlent des municipalités, elles ont une capacité de corruption gigantesque. La corruption, d'ailleurs, est au plus haut niveau de l'État, puisque récemment, le responsable Darmanin local, responsable de la lutte anti-drogue, a été extradé aux États-Unis pour complicité avec le cartel de Sinaloa, qui est le plus gros cartel au Mexique. Depuis 2006, on essaie les guerres entre les différents cartels pour le contrôle du marché des drogues. Alors, le marché des drogues au Mexique, c'est à la fois la cocaïne, qui est produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie, et qui transite à travers le corridor centra-américain, d'où d'ailleurs les événements au Salvador, donc qui passe par le Guatemala, le Salvador, débouche sur le Mexique pour traverser la frontière et desservir le grand marché nord-américain. Donc la cocaïne, mais aussi le Mexique a une responsabilité très importante dans la crise des opioïdes aux États-Unis, puisque on le sait peu, le Mexique est un des plus grands producteurs d'héroïne au monde derrière l'Afghanistan. Ils produisent aussi des drogues de synthèse, comme la méthamphétamine, qui est un stimulant extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que les amphétamines, ce qu'on appelle le speed, beaucoup plus puissant que la cocaïne. Donc, ces dernières années au Mexique, pour fournir le marché nord-américain, se sont développées des organisations criminelles qui répondent à ces demandes, qui produisent, qui importent, et qui ont acquis une puissance telle qu'ils sont susceptibles de défier l'État. Et aujourd'hui, la situation considère que le Mexique, qui est quand même la 10e ou 12e puissance économique du monde, donc c'est pas un petit État, c'est des dizaines de millions d'habitants, c'est considéré comme un État émergent sur le plan économique, il a un rôle géopolitique aux portes des États-Unis. On considère le Mexique aujourd'hui comme un État failli.
Depuis 2006, le régime mexicain, d'ailleurs poussé par les États-Unis, a lancé une guerre contre la drogue et contre les cartels, qui a fait aujourd'hui près de 300 000 morts, 80 000 disparus. Donc une situation dramatique au quotidien. Le Mexique aujourd'hui a un des taux d'homicide les plus élevés au monde. À peu près, je crois, 28 pour 100 000 habitants, 28 homicides pour 100 000 habitants, alors qu'en France, par exemple, on en est encore à 1,2 pour 100 000 habitants. Donc les proportions prises par ces phénomènes criminels est extrêmement inquiétante. On a connu aussi la période en Colombie avec le cartel de Medellín et la figure assez connue de Pablo Escobar. Là aussi, la guerre civile colombienne a été nourrie par les trafics de cocaïne. Vous avez entendu parler de la guérilla marxiste, entre guillemets, des FARC, mais aussi du rôle des paramilitaires qui étaient censés lutter contre les FARC et qui étaient aussi des grands trafiquants de cocaïne. On a assisté à une corruption de la classe politique en Colombie extrêmement importante à cause de l'argent de la cocaïne. Pablo Escobar était un député suppléant, certes, du Parti libéral colombien. Et on estimait, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a eu un scandale dans les années 2010 qui a traversé la classe politique colombienne, le scandale de la parapolitique, c'est paramilitaire, qui a dévoilé les liens entre les paramilitaires et le Parlement, les sénateurs et les députés colombiens, et on estimait qu'un tiers du Parlement colombien était corrompu par l'argent de la drogue, par des liens avec les paramilitaires qui étaient censés lutter contre les trafiquants des FARC. Et puis avec une situation de guerre civile qui a fait aussi en Colombie des centaines de milliers de morts. Je ne parlerai pas non plus du Venezuela, cher à certains dans la classe politique aujourd'hui en France, où le principal cartel s'appelle le cartel de Los Soles, en référence aux décorations des généraux vénézuéliens. Le plus gros cartel de la drogue au Venezuela est tenu par les généraux. Et je pourrais décliner comme ça la situation au Guatemala, la situation au Honduras, la situation au Nicaragua. Donc, une situation où on voit que ces États, qui sont déjà des États donc, avec des histoires problématiques, hein, ces trafics de drogue et cette montée de la criminalité organisée s'est greffée sur des États qui étaient congénitalement très faibles. Cette réalité aujourd'hui est en train de plus en plus de toucher l'Europe. Aujourd'hui, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, qui pilote le travail des observatoires dans chaque État de l'Union européenne, s'inquiète énormément de la montée de la criminalité liée au trafic de drogue et de la montée, on le voit, des règlements de compte, des phénomènes de corruption aussi, qu'on consacre un chapitre, notamment dans mon livre, au problème de corruption en France, lié à l'existence des enclaves criminelles et au blanchiment d'argent. Donc c'est une réalité qui touche de plus en plus l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, est un peu le ventre mou du monde en matière de marché des drogues. C'est là que le marché de la drogue, et notamment de la cocaïne, connaît ses développements les plus importants. L'Europe aujourd'hui, je le pense, est en train de devenir le premier marché de la cocaïne au monde devant les États-Unis, où le marché de la cocaïne a tendance à être saturé, voire à décliner. Donc aujourd'hui, pour les trafiquants latino-américains et pour leurs relais en Europe et en France, c'est le marché le plus dynamique. On estime, dans cette période morose pour l'Union européenne, qui est la zone de croissance la plus faible au monde, il y a au moins un sujet de réjouissance. Le marché de la cocaïne a augmenté de 25% entre 2013 et 2017. Donc c'est une bonne nouvelle. Et en France, entre 2010 et 2017, le marché de la cocaïne a doublé. Donc, il y a une réelle dynamique. Si on reprenait la métaphore de notre ministre des Finances, c'est une des 30 glorieuses du marché des drogues. Il aurait dû préciser que c'est le marché des drogues. Donc, les chiffres sont inquiétants. Ils ont bien sûr à des implications, alors pas seulement en termes de santé publique, en termes de santé publique, si, bien sûr, parce qu'on assiste à une montée de la mortalité, de la montée des surdoses de cocaïne
et notamment la très forte progression en France des gens qui fréquentent les urgences et les structures de soins, mais ça a des conséquences importantes sur le marché criminel. Par exemple, Marseille en 2021, des policiers, d'ailleurs ça a fait la une d'un journal comme Le Monde, qui n'est pas particulièrement sécuritaire, qui a parlé de mexicanisation de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a des situations aujourd'hui qui font de plus en plus penser à ce qui peut se passer au Mexique. Alors bien sûr, les proportions, je vous ai dit qu'il y a eu 300 000 morts au Mexique depuis 2006, on en est très loin en France, mais on assiste à des phénomènes inquiétants. Marseille, cette année, va connaître sa vague de règlement de compte la plus importante qu'on ait jamais vue. Dans une histoire à Marseille qui est pourtant riche, vous avez entendu parler de la French Connection, du milieu corse, et il y a toujours eu des règlements de compte à Marseille. D'ailleurs, c'est ce que nous disaient un certain nombre de criminologues pour relativiser la gravité de ce qui se passe à Marseille, en disant, mais en fait, Marseille, c'est une sorte de folklore, ça a toujours existé. Et tout ça fait partie des mauvais moments passés. C'est pas si grave que ça. Or, cette année, on atteint des niveaux sans précédent de règlement de compte, puisqu'on en est à peu près à 46-47 morts, donc c'est du jamais vu. Alors, le dernier niveau extrêmement grave de règlement de compte, c'est dans les années 85-86, et ça concernait le vieux milieu corso-marseillais. Ça a été la mort de Gaëtan Zampa, qui a ouvert une guerre de succession. Et en 85, 84, 85, 86, il y a eu des dizaines de morts dans les Bouches-du-Rhône. Mais c'est des niveaux inférieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, je dirais, plus que les problèmes quantitatifs, alors je parle de règlement de compte de morts, mais je ne parle pas aussi des dizaines de blessés à l'arme de guerre, aux victimes collatérales. Vous avez vu qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les trafics, qui sont touchés par ces règlements de compte. Et c'est ce que je voulais dire, j'ai un petit trou. Oui, le phénomène est moins quantitatif que qualitatif, c'est-à-dire que l'ancien crime organisé corso-marseillais, la drogue n'était pas au cœur de leur activité, c'est-à-dire qu'il y avait les jeux, le proxénétisme. La drogue était quelque chose de relativement accessoire dans leurs activités, et surtout le crime organisé corso-marseillais n'avait pas des quartiers entiers. Et c'est là que se pose le problème de la souveraineté, c'est la prolifération des enclaves criminelles, où l'État a perdu objectivement le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que ce sont des États où Engels définissait l'État comme une bande d'hommes armés. Et bien aujourd'hui, on peut dire que se développent autant de contre-États en France, des bandes d'hommes armés qui font respecter un certain ordre, une certaine loi. Et ces enclaves ont proliféré en France, il y en a aujourd'hui des centaines. Ces enclaves se développent à mesure du développement du marché des drogues en France dans les villes moyennes. On a beaucoup parlé des règlements de compte dans des villes qui avant étaient épargnées. Et donc, c'est un défi à la souveraineté de l'État. Donc, attaque de la souveraineté de l'État par les réseaux criminels et par le bas. Alors, cette situation, bien sûr, est liée à l'explosion du marché des drogues en France depuis 20 ans. Le marché, c'est la rencontre, effectivement, d'une offre et d'une demande. L'offre internationale, puisque la majorité des drogues qui sont consommées en France sont produites à l'étranger. Donc, la cocaïne est produite en Amérique latine. L'héroïne, jamais oublier l'héroïne, qui reste un problème important dans la société française, et notamment est une sorte d'expression des fractures territoriales, puisqu'elle est beaucoup consommée dans les zones rurales et périurbaines, une sorte d'épidémie invisible d'héroïne. D'ailleurs, la preuve en est que l'année dernière, on a saisi en France des niveaux sans précédent d'héroïne, plus qu'à l'époque de l'épidémie d'héroïne des années 80-90, donc des niveaux sans précédent d'héroïne. Et ça, c'est lié à l'Afghanistan, qui est un grand producteur, le plus grand producteur mondial d'héroïne. Le principal débouché de l'héroïne afghane, c'est l'Europe. Donc, cocaïne produite en Amérique latine, héroïne en Afghanistan, cannabis, et notamment le marché de la résine de cannabis, c'est le Maroc, bien sûr.
avec d'ailleurs tous les problèmes géopolitiques que ça pose, puisque le Maroc, avant la dégradation des relations, était quand même un allié de l'Union européenne et de la France notamment, dans la lutte contre le djihadisme au Sahel et la lutte contre les trafics de migrants. Et ces réalités géopolitiques, de réel politique, incitaient en quelque sorte la classe politique à fermer les yeux sur le fait que le Maroc aujourd'hui est un narco-État entre guillemets et que la production de résine de cannabis concourt à la stabilité sociale du pays, puisque dans la région du Rif, qui est une région habituellement remuante, puisqu'il y a eu la guerre du Rif, c'est une région traditionnellement rebelle, la production de résine de cannabis, les superficies de cannabis, apaisent les contradictions sociales dans ce pays et contribuent à la survie de centaines de milliers de personnes, de paysans pauvres. Donc, la résine de cannabis est un facteur de stabilité important de la monarchie marocaine. Et puis, il y a un phénomène qui est grave aussi en Europe, c'est que l'Europe devient de plus en plus un pays producteur. C'est-à-dire qu'on avait l'image, qui est en partie vraie, comme je vous l'ai dit, de flux de production qui vont du sud vers le nord, mais à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à l'émergence de l'Europe comme énorme producteur de drogues de toutes sortes. L'Europe devient un énorme producteur d'herbes de cannabis. Aujourd'hui, c'est l'Espagne où on saisit des millions de plants de cannabis, qui est probablement le plus gros producteur d'herbes de cannabis. On produit des amphétamines. Pierre-Yves Rougeron a parlé de Belgique et Pays-Bas. Les Pays-Bas sont probablement le plus gros producteur mondial d'amphétamines. Les amphétamines sont des stimulants et notamment de l'ecstasy, cette drogue qu'on prend notamment dans les soirées festives pour se stimuler. La dernière tendance, alors là, encore plus grave, c'est qu'on a démantelé récemment des laboratoires de production de méthamphétamine, alors qu'il est un stimulant puissance 10, puissance 15, une substance extrêmement addictogène qui était très consommée aux États-Unis. On a démantelé des laboratoires de méthamphétamine aux Pays-Bas et en Belgique, avec la collaboration du crime organisé européen et du crime organisé mexicain, comme conseillers. Ils ont une expérience dans la production de ce produit, donc ils ont traversé l'Atlantique et ils aident les criminels belges et néerlandais à produire de la méthamphétamine, qui a priori n'est pas encore destinée au marché européen, elle vise plutôt les marchés asiatiques, mais c'est un sujet de vigilance parce que les consommations de méthamphétamine sont encore relativement faibles dans l'Union européenne. Il se pourrait qu'ils aient la tentation d'écouler leur production aussi sur des marchés proches. Et la toute dernière tendance, c'est que l'Europe devient, via l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, un producteur de cocaïne. C'est-à-dire que maintenant, les trafiquants importent la pâte base pour la transformer en chlorhydrate de cocaïne dans des laboratoires avec des puissances de production énormes. On a saisi dernièrement en Espagne avec des capacités de plusieurs tonnes par mois. Alors, c'est une forme de relocalisation de la production, puisqu'il ne faut pas l'oublier, au XIXe siècle, l'Europe était un grand producteur de cocaïne. La cocaïne était considérée comme un médicament. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que la crise des opioïdes et le rôle des cartels pharmaceutiques dans l'épidémie d'héroïne, on voit qu'on rejoue un drame qui s'est joué dans les sociétés européennes du XIXe siècle, quand l'héroïne était un médicament fabriqué par l'industrie pharmaceutique allemande, quand la cocaïne était un médicament et était vendu en pharmacie, avant qu'on se rende compte que ces produits étaient quand même relativement dangereux et qu'on décide de les prohiber. Alors, on a beaucoup parlé de la Belgique et des Pays-Bas. Et effectivement, vous avez entendu parler de la Mocro-Mafia et du procès de Ridouane Taghi. Donc, la Mocro-Mafia, en fait, est appelée à tort mafia. Le mot n'est pas vraiment adéquat, à mon avis, puisque ce sont des bandes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la mafia italienne, avec Cosa Nostra, par exemple, en Sicile, qui est une organisation hiérarchisée avec un commandement quasiment militaire, avec des logiques de société secrète. La Mocro-Mafia, c'est plutôt une appellation générique qui désigne une nébuleuse de bandes
notamment issus de l'immigration marocaine, qui est très forte aux Pays-Bas et en Belgique dans les années 60, et qui ont accumulé à partir des années 80 de l'argent sur le trafic de la résine de cannabis, vu leur connexion avec le Maroc et le Maghreb. Et aujourd'hui, ces bandes se sont largement reconverties dans le trafic de cocaïne, donc qui est en plein boom en Europe aujourd'hui, et ont acquis une puissance criminelle telle qu'elles sont susceptibles de défier l'État belge et l'État néerlandais. Vous avez entendu parler de la menace contre le Premier ministre néerlandais qui s'appelle Rutte, je crois, qui vient de démissionner, des menaces d'enlèvement à l'encontre de membres de la famille royale des Pays-Bas, d'un ministre de l'Intérieur belge qui a été menacé d'enlèvement par une bande de la Mocromafia. Donc, ce sont des réalités qui sont plus au Mexique, en Colombie, au Venezuela, mais de plus en plus proches. Il faut savoir que les Pays-Bas et la Belgique, comme je vous l'ai dit, producteurs de drogues de synthèse, producteurs aussi d'herbes de cannabis, sont profondément gangrénés par le crime organisé lié aux drogues, au point qu'Europol appelle les Pays-Bas et la Belgique les hubs criminels du nord-ouest de l'Europe. Pourquoi hub? Parce que c'est aussi une zone de redistribution des drogues qui alimente le marché de gros de toute l'Europe occidentale. C'est-à-dire beaucoup de trafiquants français viennent chercher leurs drogues aux Pays-Bas et en Belgique. Ce sont des zones de marché de gros. On a saisi, par exemple, Rotterdam et Anvers, les deux plus grands ports européens, aujourd'hui les principales portes d'entrée de la cocaïne qui arrive en Europe par porte complémentaire. Ça aussi, c'est un exemple saisissant de la mondialisation du crime. C'est-à-dire que le vecteur principal de la mondialisation, ça a été le container, pour les raisons qu'on sait, notamment qui permet d'abaisser le coût de circulation des marchandises, de rendre le coût de circulation, le coût des transports ridicule par l'amoncellement de millions de tonnes de marchandises. Ces deux grands ports commerciaux, aujourd'hui, je crois qu'à Anvers, par exemple, pour vous donner un exemple, on a saisi en 2022 près de 110 tonnes de cocaïne, ce qui est absolument gigantesque. Dans l'Union européenne, on a saisi près de 300 tonnes de cocaïne, soit 5 fois plus que ce qu'on saisissait. Donc voilà, un marché qui explose, qui renforce tout un système criminel. Et la France, bien sûr, dans ce paysage un peu morose et sinistre, franchement sinistre même, je dirais que la France, on peut qualifier sans hésitation la France d'homme malade de l'Union européenne. Parce que les Pays-Bas et la Belgique ne connaissent pas ce phénomène des enclaves criminelles qui se sont cristallisées en France depuis 40 ans, qui sont partis des banlieues, des métropoles, des grandes métropoles, avec un point de bascule qui a été les années 80. Pour ceux qui ont mon âge, on se souviendra peut-être des campagnes du Parti communiste français contre le développement du trafic de drogue. À l'époque, dans les années 80, c'était l'héroïne qui faisait des ravages dans les banlieues. Et je me souviens très bien des campagnes qu'avait lancées le Parti communiste contre un certain nombre de familles trafiquantes dans un certain nombre de banlieues. À l'époque, c'était l'époque du programme commun. On avait beaucoup reproché au Parti communiste ces campagnes parce qu'elles étaient accompagnées en plus de campagnes contre l'immigration illégale et contre l'immigration tout court, hein, puisqu'il faut se rappeler que Georges Marchais était le premier homme politique, à ma connaissance, à demander l'arrêt de l'immigration légale et illégale. Donc tout ça a fait que le Parti communiste a été mis en accusation. Et moi, à l'époque, je n'étais pas le dernier à le mettre en accusation puisque j'étais un militant d'extrême gauche. Et aujourd'hui, 40 ans après, on se rend compte que les lanceurs d'alerte du Parti communiste, finalement, n'avaient pas tort, puisque à partir des années 80, ce trafic n'a cessé de prospérer, s'est professionnalisé de manière impressionnante. On le voit dans les statistiques.
des saisies, par exemple, de décennie en décennie, c'est-à-dire que c'est des réseaux qui se sont sophistiqués, professionnalisés, et qui sont capables aujourd'hui d'importer des centaines de tonnes chaque année de résine de cannabis, et qui maintenant ont mis la main sur le trafic de cocaïne. Le trafic de cocaïne qui était un peu l'apanage du milieu corso-marseillais, qui avait une grande tradition dans le trafic de drogue, puisque la France, je le rappelle, dans les années 70, était un des plus grands producteurs d'héroïne au monde. 70% de l'héroïne consommée aux États-Unis sur le marché américain était produite dans l'arrière-pays marseillais. Donc, ça se sait assez peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, il va y avoir des pressions très importantes de l'administration américaine, notamment de Richard Nixon, qui a fait une pression énorme sur le gouvernement Pompidou pour qu'on adopte la loi de 70, qui va avoir des effets d'ailleurs impressionnants, un impact réel sur ces filières corso-marseillères, puisqu'on va durcir la réponse pénale à partir de 1970. C'est-à-dire qu'un trafiquant corse qui fabriquait de l'héroïne risquait 7-8 ans de prison avant la loi de 70. Il va en risquer 20 à 30 ans de prison. Et beaucoup d'acteurs de ces filières vont se retirer en estimant que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Et on verra qu'en France, aujourd'hui, pour lutter contre le trafic de drogue, il y a un énorme problème de réponse pénale. Mais ça, on l'abordera peut-être dans le débat, les réponses à apporter à ce développement du trafic, notamment de la légalisation prônée par certains. Donc la situation en France aujourd'hui est grave, je dirais critique. Donc prolifération des enclaves criminelles, perte du monopole de la violence légitime de l'État et phénomène de corruption. D'ailleurs, sur la question du narco-État, ça ne concerne pas que Pierre-Yves Rougeron a parlé de narco-État en gestation. Le Sénat, en France, il y a un début de prise de conscience puisque la délégation parlementaire au renseignement du Sénat a produit un rapport à la fin de l'année 2022 qui s'inquiète d'une menace en pleine expansion en France, donc la menace de la criminalité organisée liée aux drogues, et parle de devenir possible d'un narco-État. Alors le problème, quand on parle de narco-État, c'est comment définir le narco-État. Il n'y a pas vraiment de définition consacrée. Moi, j'ai adopté celle d'Alain Labrousse, qui a été un des chercheurs qui a introduit la discipline de la géopolitique des drogues en France, puisque vous voyez bien que la question des drogues est aussi une question géopolitique. C'est une question de contrôle des territoires aussi pour la production et la revente de détail. Donner une définition relativement simple en disant un narco-État, c'est quand un bout de l'État, pas forcément la totalité de l'État, un bout de l'appareil d'État est contaminé soit par la corruption, soit par le trafic de drogue. Et la corruption aujourd'hui en France est une réalité qui inquiète de plus en plus les pouvoirs publics. Par exemple, dernièrement, dans un rapport de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant qui a succédé à l'OCERTIS, ils ont fait un rapport sur l'état de la menace en France et il y a un gros chapitre qui est consacré à la corruption. Corruption qui touche notamment les équipes municipales qui sont confrontées à l'existence d'enclaves criminelles extrêmement puissantes, avec des phénomènes de recrutement, par exemple, de caïds de la drogue dans les appareils municipaux. Il y a un livre édifiant dont on a très peu parlé, un petit livre aux éditions Gallimard, les éditions Tract Gallimard, je crois, de Didier Daninx, qui est un auteur de romans noirs, qui a écrit un livre qui s'appelle Banlieue naufragée sur l'état de la corruption, notamment en Seine-Saint-Denis. Lui-même, c'est un habitant d'Aubervilliers. Et il a dû quitter la ville suite à des menaces de mort. Il a commencé à dénoncer le recrutement par le maire d'Aubervilliers de voyous de cité à des fins, il les prenait comme garde du corps et il les utilisait pour les campagnes électorales. Il a dénoncé les scandales à Bagnolet. La ville de Bagnolet avait recruté comme un responsable du personnel un ancien trafiquant de cocaïne. Et des scandales comme cela, on les a vus à Corbeil-Essonnes. Alors ça touche aussi bien le PC que la droite, Corbeil-Essonnes et Dassault, qui a des fins de clientélisme électoral, c'était à continuer avec les voyous trafiquants de drogue municipaux.
On l'a vu à Bobigny. Donc, il y a une réalité où se mêlent à la fois plusieurs facteurs, à la fois la corruption, l'argent qui peut corrompre certains employés municipaux. Il y a eu un scandale à Saint-Denis, par exemple, on a retrouvé dans les locaux municipaux des dizaines de kilos de résine de cannabis. Et on a abouti, après l'enquête de l'OCERTIS, au licenciement de dizaines d'employés municipaux. Donc, il y a la corruption pure et simple. Il y a le clientélisme, c'est-à-dire que les caïds contrôlent les quartiers et ils peuvent rabattre un certain nombre de voix en direction des édiles, des candidats qui veulent garder leur mairie. Et sachant que les taux d'abstention sont très très faibles, sont très très élevés dans ces zones, une élection peut se jouer à quelques centaines de voix. Donc, tout l'important, c'est effectivement d'avoir des relais dans les cités. Et puis, il y a aussi le problème à côté, mais qui n'est pas si lointain, du communautarisme et de la porosité aussi avec les salafistes et les frères musulmans, une mosquée, un mandat, etc. Donc, on a un état des lieux de la déréliction qui règne dans certains quartiers. Je ne parle pas de la situation à Marseille, où là, les pactes criminels entre le système corso-marseillais remontent aux années 20 et aux années 30. Gaëtan Zampa a commencé sa carrière comme garde du corps de Gaston Defferre. Mais là aussi, les phénomènes de corruption se sont aggravés avec la prolifération des enclaves à Marseille. Il faut savoir que rien qu'à Marseille, il y a 127 points de deal. Donc c'est absolument considérable. L'argent engendré par le trafic de drogue en France, c'est à peu près 5 milliards d'euros chaque année. À Marseille, c'est considérable. Donc ces sommes qui arrivent dans les cités sont blanchies, passent par des paradis fiscaux, bénéficient des conseils de toute une criminalité en col blanc et finit par influencer le milieu politique. En 2007, il y a eu un scandale retentissant. Je suis peut-être trop long. Il y a eu un scandale retentissant qui impliquait Sylvie Andrieux, qui était députée sénatrice des quartiers nord de Marseille et qui a distribué 700 000 euros d'argent public, notamment à une famille dans le cadre de la politique de la ville qui était liée au trafic de drogue à Marseille. Donc, des histoires comme ça, il y en a pas mal. Une histoire emblématique aussi du rôle du crime organisé dans des petites villes, c'est Canteleu, au nord de Rouen, où le maire socialiste a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, a dû démissionner. Alors, moi j'ai une petite idée sur l'affaire, je ne pense pas qu'elle était complice du trafic de stupéfiants, mais cette femme était menacée quotidiennement par une famille de dealers influentes sur la ville, qui faisait un peu la loi quand, je sais pas, par exemple, elle voulait envoyer la police municipale dans le quartier. Les dealers téléphonaient à la mairie en disant non, c'est pas possible. Quand on voulait installer des caméras de surveillance, là aussi, enfin. Donc la police s'est rendue compte qu'il y avait des contacts quasi quotidiens téléphoniques entre les trafiquants et la mairie, et ça a abouti à sa démission, destitution, et l'affaire, en tout cas judiciaire, est en cours. Donc, développement des enclaves criminelles, développement de la corruption, perte de souveraineté par le bas. La situation est critique. Je ne veux pas aborder les questions de la réponse qu'on pourra apporter à ce phénomène. Peut-être qu'on en débattra parce que j'ai suffisamment parlé. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Le Guillot qui va vous parler de la légalisation comme éventuel remède à ces trafics. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.